Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une présentation que je suis en train de préparer qui s'intitule Du Lean Management au Flow Management. Donc j'ai pensé à trois grandes parties pour cette présentation. La première, ce serait de parler de toutes les limites actuelles qu'on a vues sur le Lean Management dans un constat le plus honnête possible. La deuxième, ce sera de regarder l'ensemble des évolutions radicales qui ont lieu depuis la conception du Lean Management et les réponses qui s'imposent. Et de là, on pourra commencer à discuter de ce que doit être le flow management pour répondre aux limites actuelles et aussi aux évolutions radicales depuis la conception du Lean. Donc pourquoi je vous dis que je suis en train de la préparer, c'est qu'en fait, mon idée, c'est de le faire avec l'intelligence collective. Donc, finalement, de vous demander aussi, vous, quelles sont les limites que vous avez observées, quelles sont les évolutions aussi, se mettre d'accord sur l'ensemble des évolutions importantes à prendre en compte. Et donc, je reprendrai toutes les commentaires et les suggestions qui seront faits, je ferai une synthèse, et ensuite, je partagerai cette présentation avec tous ceux qui auront contribué. C'est pour ça que je ne mets pas de nom de société, pour qu'effectivement nous puissions tous utiliser ce document qui aura été construit en utilisant finalement l'intelligence collective. Donc, parlons des limites. Donc, pour parler des limites, je pense qu'il faut penser aux origines du Lean. Donc, le Lean ça a été conçu au Japon et dans un Japon qui venait de perdre lourdement la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'objectif, à ce moment-là, c'était de produire en quantité souhaitée des voitures dans les délais les plus brefs possibles et aussi à un coût forcément compétitif. Il y avait aussi un élément fiabilité qui était important pour effectivement aussi réduire les coûts de maintenance. Bah, c'est comme ça qu'est né finalement, ou ce sont les objectifs que se sont fixés les fondateurs du Toyota Production System, avec une réussite qui bien sûr est éclatante. Donc il faut rendre au Lean tous ses mérites, puisque d'une petite entreprise né au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, on est arrivé au premier constructeur mondial avec des résultats qui sont époustouflants, que ce soit au niveau profitabilité, capitalisation boursière, fiabilité des voitures. Bon, donc le Lean, ou en tout cas le Toyota Production System, a prouvé son efficacité. Par contre, il y a aussi des limites. Et c'est ça c'est ce constat qu'il faut que l'on fasse actuellement. Le Toyota Production System a été créé par des managers japonais pour des employeurs japonais. Donc, il faut en être conscient. Et nous, ce qu'on a, c'est des transpositions. Et déjà, la question que l'on peut se poser, c'est si dans les transpositions, les intentions ont toujours été maintenues. Et on voit que les transpositions étaient complexes dans beaucoup de cultures, et aussi dans la nôtre. Je pense que l'intention est très importante, justement, dans les problématiques qu'on a pu rencontrer. Parce que finalement, on peut utiliser des outils, on peut utiliser des méthodes, mais si les intentions ne sont pas les mêmes, on arrive à des dérives. C'est les dérives qu'on a pu constater. Moi, ce qui m'a marqué justement quand je regardais un peu ce qui s'était passé à l'origine, c'est ce qu'a fait le père de Kishiro plutôt Toyoda, et le message qu'il a fait à son fils. Donc le père était dans les métiers à tisser. Euh, on l'appelait le roi des inventeurs, donc c'était un business florissant. Mais quand son fils a été à l'âge de reprendre les affaires, finalement, il lui a pas laissé reprendre l'affaire des métiers à tisser. Il lui a dit, tout le monde devrait entreprendre un grand projet, au moins
une fois dans sa vie. J'ai consacré la plus grande partie de la mienne à inventer de nouveaux métiers à tisser. C'est aujourd'hui ton tour. Tu dois faire un effort pour réaliser quelque chose qui apportera un bienfait à la société. Et je trouve ce message très fort parce qu'il y a deux notions qui me semblent très importantes. Premièrement, l'intention. On voit que l'intention, c'était le bienfait de la société dans son ensemble, ce qui peut se comprendre dans un Japon qui sortait d'une lourde défaite. Euh, et dans ce message aussi, on voit il dit à son fils, tu dois faire quelque chose qui est quelque part aligné avec tes aspirations. Parce qu'il aurait pu lui dire, bah, reprends les clés de mon business et puis continue la croissance de l'entreprise. Non, il lui dit, toi aussi, tu dois faire un grand projet qui correspond quelque part à tes aspirations. Et ça, je pense aussi que c'est une notion qui a été perdue. Et au moment où on se pose beaucoup de questions sur la motivation, sur l'engagement, sur les démissions silencieuses, il faut peut-être se poser à nouveau, s'interroger sur l'alignement avec les aspirations, qui permet aussi justement d'avoir une motivation intrinsèque. Euh, donc je pense que beaucoup de problèmes qu'on a observés sont liés au fait qu'on a perdu cette intention. Le deuxième, donc l'intention d'origine a été perdue. Un autre facteur, ça me semble, les transpositions techniques du Toyota Production System, qu'on a appelé Lean. En fait, c'est le MIT qui a été observé ce qui se passait chez Toyota et qui ensuite l'a baptisé Lean. D'ailleurs, bon, peut-être, je sais pas si c'était le meilleur nom possible, mais c'est le nom qu'ils ont choisi. Et ils ont fait surtout une description technique des outils et des principes du Toyota Production System. Mais ce système fonctionne à partir d'un savoir-être qui n'a pas été traduit. Et on voit dans la culture japonaise, quand même, il y a un savoir-être qui est quand même différent, par exemple, au savoir-être occidental. Si on regarde, par exemple, déjà la notion de Hensai, la Hensai, bah, c'est parfait pour Toyota le Production System, puisqu'on apprend aux jeunes Japonais, ce qu'on leur dit, c'est pas grave d'avoir fait une erreur, mais ce qui va être grave, c'est de la reproduire. Donc, c'est de ne pas apprendre de son erreur. Bon, ben, ça, c'est génial pour l'amélioration continue comme élément culturel. On ne peut pas rêver mieux. Nous, dans nos cultures judéo-chrétiennes, on est plus dans l'erreur, c'est la faute. Donc, il y a toujours une notion de culpabilité derrière. Et ce qui amène souvent un manque de transparence qu'on voit dans beaucoup d'organisations. On a beaucoup de mal à ce que les gens reconnaissent les erreurs et les rendent visibles, ce qui est quand même une condition, euh, un préalable pour qu'on puisse vraiment apprendre de ses erreurs. Bon, donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est certainement le respect. On voit que dans la culture japonaise, le respect est bien plus fort peut-être que dans nos cultures. L'idée de sacrifice aussi, donc de toujours faire mieux, un peu la culture des samouraïs. Bon, donc il y a quand même des spécificités culturelles, un savoir-être qui est différent d'une autre, qui explique aussi peut-être que les mêmes outils et les mêmes principes, avec des savoirs-être différents, n'amènent pas forcément au même résultat. Donc on arrive finalement à ce problème quand même qui est assez troublant, puisque ça c'est un rapport qui a été fait par l'Europe sur les différentes organisations de travail. Et vous voyez que une de leurs conclusions, c'est que la situation est en général moins bonne dans les organisations en ligne production que dans les organisations tayloriennes. C'est quand même très dérangeant comme conclusion. Moi, je le comprends comme finalement une mise en accusation du lean, qui est une mise en accusation en fait des dérives du lean, qui sont le fait que les intentions ont été perdues et aussi bah, les aspects culturels n'ont pas été assez pris en compte et les gens ont cru qu'il suffisait de mettre en place des principes et des outils et que ça fonctionnerait comme chez Toyota. C'est un peu plus complexe que ça. Donc,
Il y a eu ce rapport, mais il y a aussi finalement de nombreux articles de presse, hein, je vous en ai mis quelques-uns ici, et bien sûr aussi des analyses faites par les différents syndicats en France qui ont mis en accusation le Lean et le Lean Management, avec des accusations qui sont assez graves, hein, puisque on parle de détérioration de la santé, des conditions de travail. Donc, ce sont des accusations qu'il faut quand même prendre au sérieux, qu'on ne peut pas, comme ça, d'un revers de main, balayer. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les limites, peut-être justement, de ces transpositions pour y remédier. En fait, finalement, je voudrais finir aussi cette partie de ma présentation en, en montrant aussi le fait que le lean a ses propres limites, comme l'a montré Satoshi Kamata au Japon. C'est un journaliste, hein, donc, qui s'est fait employer comme ouvrier dans les usines japonaises et qui a montré ce qui s'y passait. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a eu des difficultés avec un effet, un impact négatif sur les conditions de travail ou sur le bien-être, on va dire, des employés, qui n'est pas forcément de la faute des managers. Ce qu'ils montrent, c'est que c'est les employés eux-mêmes qui vont trop loin, c'est-à-dire que cette obsession de vouloir s'améliorer, un moment, si on n'est pas vigilant, on peut effectivement perdre l'équilibre, par exemple, entre l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est souvent le cas d'ailleurs au Japon, qui est un problème qui n'est pas uniquement chez Toyota. Ils ont la culture du sacrifice, bon, c'est certainement lié à leur histoire avec les samouraïs, etc. Mais euh, le système en lui-même ne permet pas de garantir qu'on va justement garder cette balance entre un bon équilibre de vie, entre la vie perso et la vie professionnelle, et qu'on ne va pas tomber dans une dérive obsessionnelle de compétition, de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, et d'oublier, de se créer trop de stress finalement, et d'oublier l'équilibre et aussi le bien-être au travail, qui est aussi des notions très importantes. Donc, on l'a vu aussi, les ergonomes l'ont souligné en disant que dans le Lean, par exemple, on dit que tout temps gaspillé est un gaspillage. Pour les ergonomes, non, parce qu'il y a des temps de repos aussi. Donc, vous voyez, on peut arriver dans certaines dérives. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette première partie. J'attends avec impatience vos retours. Je crois que nous avons tous à gagner à faire un constat honnête des dérives et des limites que nous avons vues, que nous avons rencontrées. Je consoliderai donc tout ce que vous me direz et je partagerai à tous ceux qui auront contribué cette synthèse. Je vous remercie d'avance et une fois qu'on aura fini cette première partie, on avancera donc sur la deuxième partie qui est de regarder aussi toutes les évolutions radicales depuis la Deuxième Guerre mondiale et elles sont très importantes puisqu'on en parle d'une quatrième révolution industrielle, entre autres, et les réponses qui s'imposent par rapport à ces évolutions qui sont apparues après la conception du Toyota Production System. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avance pour toutes vos contributions. À bientôt.